Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Cette semaine, on va faire le tour des dossiers d'actualité dans le Bas-Saint-Laurent et dans Charlevoix et on va vous présenter des reportages qui proviennent de toutes les régions du Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. À Plessisville, on prépare la Semaine nationale de l'action communautaire autonome qui se déroulera partout au Québec du 20 au 24 octobre prochain. À Thetford, le réseau d'entraide des Appalaches inaugure ses nouveaux locaux. En Gaspésie et aux îles, le regroupement des associations de personnes handicapées milite pour une véritable accessibilité. À Repentigny, l'organisme Nourrisources Lanaudière offre aux femmes qui désirent allaiter une route du lait. À Gronzine, des parcours en autobus pour découvrir les joyaux touristiques de la région de Portneuf. À Sainte-Apolline-de-Paton, le sanctuaire Lupo propose une nuit avec les loups. À Sainte-Anne-des-Monts, une vague humaine de plusieurs milliers de personnes. Mais pour commencer cette émission, je vais m'entretenir avec Ghislain Vachon de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays, ainsi qu'avec Félix Chouinard de TVCO pour faire le tour sur les dossiers d'actualité dans leur région. J'accueille maintenant Félix Chouinard de TVCO dans Charlevoix, ainsi que Ghislain Vachon de la télévision communautaire des Basques et des Hauts-Pays dans le secteur de Trois-Pistoles. Messieurs, bonjour. Bonjour, Martin. Messieurs, bonjour. Bonjour. Commençons avec vous, Ghislain. Tout d'abord, parlez-nous d'abord, on appelle ça le RVGG, le rendez-vous des grandes gueules. De quoi il s'agit? Oui, le rendez-vous des grandes gueules, donc ça, c'est produit par les compagnons du patrimoine vivant, conservation du patrimoine vivant. C'est le rendez-vous des grandes gueules qui culmine avec le Festival de la Grande Menterie, c'est-à-dire tous les menteurs professionnels sont invités pour venir raconter leur grande menterie. OK. Donc, on parle... Oui, pourquoi pas? Oui, c'est plus de 30 artistes là, sur plusieurs sites dans la région, parce qu'avant, c'était seulement à Trois-Pistoles. Et maintenant, on appelle ça le rendez-vous Sépivarde. Là, maintenant, vous en avez à Saint-Fabien, vous allez au Bic, vous en avez un peu partout là, où il y a des salles ici. Ce n'est plus seulement à La Forge à Bérubé. Donc, c'est ça, c'est une trentaine d'artistes qui viennent un peu partout. Ça fait déjà, là, je n'ai pas... c'est déjà, on est déjà au moins à la 25e, sinon plus. Excusez-moi, vous me prenez... Dites-moi, Ghislain, vous me dites qu'il y a des menteurs. D'abord, on est rendu à plus de 25 éditions, c'est ce que je comprends. Mais vous me dites qu'il y a des menteurs. Plus de 25, je n'ai pas le chiffre exact. Absolument, ici à Trois-Pistoles, on se spécialise là-dedans, les menteurs à Trois-Pistoles. Oui, mais... Et puis, comme si on n'en avait pas assez, on en fait venir de l'extérieur. Ça fait que c'est ouvert à tout le monde. Il y a même des gens d'un peu partout dans la francophonie. Habituellement, on a des gens facilement, là, on a déjà eu des gens de l'île Maurice, on a eu des gens de toute la francophonie, de tous les territoires français outre-mer. Les gens de la Belgique, on a eu des gens de la France, des gens de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Cette année, là, je ne peux pas vous dire si tous ces pays-là étaient représentés, mais c'est ce qu'on a déjà eu là, par le passé. Le festival, quand même, ça a été un des premiers au Québec à être mis sur pied. Oui, et on voit les images, là, on voit les images, les salles sont pleines, là. Il y a du monde qui participe partout. C'est plein. C'est plein. Les billets, je ne sais pas, là, je ne peux pas vous dire si la billetterie, là, au début là, du festival, c'était plein. Ouais. C'était déjà vendu. Mais effectivement, là, il y a très peu de place. Autant se stationner dans les rues alentours que pouvoir entrer là, dans la Forge. C'est quand même une salle qui a une capacité limitée. Là, on parle aux environs de 200 personnes là, si on est très, très tassé. Mais ce qu'on comprend, là, ce qu'on comprend, c'est que c'était le Festival mondial des menteurs chez vous, là. C'est en train de devenir ça. Là, je pense qu'on est en compétition. Je crois qu'il y en a un à Belgique aussi là, qui se targue d'aussi bons mentors que nous, mais on travaille fort ici là-dessus. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas tout couvrir. Il y a trop d'événements. Il y en a pratiquement tous les soirs. À part ça, il y a des événements à l'extérieur. Il y a des marches comptées, comme vous pouvez voir en ce moment. Oui. Il y a des marches comptées sur le territoire. Il y a un paquet d'activités, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui se rattachent au Festival des Grandes Gueules.
disons que c'est vraiment là, ça conclut là, ça conclut on peut dire la période estivale, même si on est en automne. Là, ça conclut là, la période estivale à Trois-Pistoles. C'est un peu un point marquant de l'année en disant bon, ben, après ça, là, ça retombe un peu plus tranquille, quoique. Mais le plus gros, en ce moment, là, le plus gros événement avant les fêtes, c'est le Festival des Grandes Gueules. Toujours dans le domaine culturel, Ghislain, il y a eu à l'église de Trois-Pistoles un parcours ambulatoire et ça ressemble à une pièce de théâtre. Effectivement, il y avait plusieurs comédiens, il y avait des bénévoles, évidemment. Ça, c'est dans le cadre du projet LUS. C'est un projet qui vise à revitaliser, ici, là, on a pratiquement une cathédrale à Trois-Pistoles, allez voir sur Internet l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Qui est magnifique. C'est pratiquement une cathédrale. Oh oui, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Toute personne, même l'évêque ici de Rimouski, n'avait jamais mis les pieds ici lorsqu'il est entré là-dedans. On l'avait, notre cathédrale. Mais donc, c'est très, très beau, sauf que, vous savez, ces grands bâtiments-là, ça coûte énormément cher. La quête du dimanche, mais là, ça ne fournit plus. Il n'y a plus de capitation non plus. Donc, bref, l'Église est en train de devenir presque un centre culturel ici pour la place. Et un gouffre financier aussi. C'est ça le problème. Donc, à ce moment-là, nous, on a besoin quand même, parce que c'est beau, là, mais ça coûte cher d'entretien. Fait que le projet LUS, c'est de revitaliser, de transformer l'église en une salle de spectacle avec des projections autant extérieures qu'intérieures afin d'attirer des spectacles qui vont attirer des fonds également. Oui. C'est dans le but d'accumuler des fonds afin de soutenir l'église. Et effectivement, le parcours ambulatoire, là, on s'est dit, on va faire une pièce de théâtre qui explique un peu tous les aspects de l'église, autant fonctionnels que la bâtisse en tant que telle. C'est fonctionnel, on parle, vous avez on a en entrant, le premier à qui on parle, c'est le vire-chien, c'est celui qui s'occupait de ramasser les flasques de boissons puis d'empêcher les chiens de rentrer dans l'église autrefois. Okay. Puis après ça, on va avec celui qui a fait le faux fini, parce qu'il n'y a pas un once de marbre dans l'église de Trois-Pistoles, et pourtant on entre là et on jurerait que c'est un temple en marbre. Tout en faux fini. C'est un faux fini. C'était un artiste européen, italien, si je ne m'abuse. Ghislain, dites-moi, est-ce que c'était la première édition de ce parcours ambulatoire? C'était la première édition. Est-ce qu'on veut la reprendre? Est-ce qu'on veut reprendre l'expérience? On veut se reprendre, mais comme toutes les choses, comme toute activité, ça prend beaucoup de bénévoles et ça peut... Momentanément, ça va, mais mettre ça récurrent, il faudrait vraiment, là, ils veulent bien le faire, mais il va falloir, là, à un moment donné, voir s'il y a un bassin de figurants suffisant afin de maintenir l'activité. Ce qui serait bien, c'est de la faire au printemps à l'ouverture des visites guidées de l'Église, parce qu'il y a des visites guidées de l'Église, et puis à l'automne, pour fermer justement fermer la saison là, de visite de l'Église. Dites-moi, Ghislain... J'en profite pendant que je vous ai. D'abord, merci pour ces deux informations. C'est particulier, la culture de votre côté. Ça a l'air vraiment amusant. À Trois-Pistoles, ça a l'air amusant. Des histoires pas possibles. Mais dites-moi, j'en profite pendant que je vous ai. Une nouvelle identification visuelle pour votre station de télévision. Pourquoi vous avez décidé de vous donner une nouvelle identification comme ça? On l'a vu apparaître dans le reportage. Tout simplement, regardez, je vais vous dire, c'est que nous, moi, avant, à TCBH, ça s'appelait Télébasque Réseau, ça m'appartenait de façon privée, puis à un moment donné, avec les aléas, c'est devenu TCBH, une télévision communautaire. Puis là, ça allait voir comme je te pousse, on n'avait pas beaucoup d'argent, et puis on était pressés. Donc, le logo, ça avait été, bon, c'est bon. on avait choisi ça comme ça. Puis il n'y avait pas vraiment d'intégration, et c'est un logo qui permettait pas vraiment là, d'aller partout là, sur nos différentes plateformes. Fait que nous, grâce au programme Graphico du Cégep de Rivière-du-Loup, on a pu avoir, moyennant, c'est sûr qu'il y a des coûts à ça, mais moyennant, on a réussi à avoir des étudiants de fin d'année en graphisme qui nous ont fait 4 propositions professionnelles pour changer l'image de marque. Donc, ça nous a fait travailler des gens de l'extérieur. Vous savez, en premier, ça donne des pommes, donc nous, ça ressemble tout le temps un peu à ce qu'on fait. Fait qu'on est allé voir s'il y avait des poiriers, des orangers ailleurs qui nous auraient donné... Puis ça a réussi. Ça nous a donné une nouvelle identification visuelle qui est plus jeune et puis qui s'adapte mieux aux différentes plateformes. Merci, Ghislain Vachon. Je m'en viens tout de suite rejoindre là, Félix Chouinard, qui, lui, est à TVCO Baie-Saint-Paul. Félix Chouinard, bonjour. Bonjour. On apprend que la ville de Baie-Saint-Paul est aux prises avec une véritable épidémie d'Agril Dufresne.
Oui, bien effectivement. Puis à vrai dire, Martin, la présence d'Agritte Dufresne à Baie-Saint-Paul, elle est connue depuis 2020. OK. Mais ce qui change avec cette année et ce que le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, est venu nous dire le 11 septembre dernier, c'est que la situation est devenue endémique à Baie-Saint-Paul. Dans les dernières années, la Ville a installé des différents pièges à agriles dans les frênes des terrains de la municipalité. OK. Puis le constat qui est fait, c'est que l'infestation aurait doublé dans la dernière année. Donc là, la Ville se voit un peu obligée de prendre des actions pour essayer de limiter ou de contrer cette infestation-là, notamment l'abattage de nombreux frênes, principalement sur les terrains publics. Mais on nous dit que les actions devraient être amenées sur les terrains privés prochainement aussi, là, mais c'est à devoir avec les propriétaires privés à ce moment-là. C'est une maladie qui est chronique, donc ce n'est pas guérissable. On peut prolonger la vie de certains arbres, mais est-ce qu'à terme, la Ville de Baie-Saint-Paul n'est pas confrontée à l'abattage de tous ces frênes à cause de cette maladie? Bien, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est possible de prolonger ou d'essayer de prévenir la maladie chez certains frênes, mais à un certain coût. On nous annonçait là, 250 $ par arbre au moins pour des traitements préventifs, mais effectivement, vous avez raison, c'est une maladie chronique qui finalement ne peut pas vraiment être contrôlée autre que par l'abattage de grande majorité de la population de frênes, ce qui va faire que le frêne devrait disparaître des paysages urbains de Baie-Saint-Paul dans les prochaines années. Comme il a déjà malheureusement disparu dans certaines régions qui ont été affectées le plus rapidement que la région de Baie-Saint-Paul. Tout à fait. C'est une maladie qui s'est étendue partout au Québec. On va changer de sujet. La baie de Sainte-Irénée est maintenant membre de l'Association des plus belles baies du monde. De quoi s'agit-il exactement? Tout à fait. Bien, Martin, ça s'est passé le 21 septembre dernier à Sainte-Irénée. Donc, c'est 150 délégués provenant de 24 pays différents qui se sont déplacés. Quand même, hein, oui. Quand même, qui sont déplacés dans notre région pour venir accueillir leur nouveau membre, le 43e membre de l'Association des plus belles baies du monde. Donc, on s'est réunis, tout ce beau monde-là, à Sainte-Irénée. Il y avait beaucoup de personnalités publiques et politiques de la région qui étaient là aussi, dont la mairesse Odile Comeau, qui a reçu cette belle récompense là, pour sa ville et la baie qu'elle abrite. Est-ce qu'on connaît les critères qui font qu'on peut devenir membre de cette association? Les organisateurs sont restés assez vagues à ce sujet. Il y aurait une liste d'environ une dizaine de critères. Okay. L'Association des plus belles baies du monde, on le rappelle, est associée à l'UNESCO. Donc, elle se base un peu sur les chartes et les critères de l'UNESCO. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que cette association-là met de l'avant les critères écologie. Donc, l'écologie et le développement durable des baies est très important dans l'inclusion des nouvelles baies. Il y a aussi le développement économique, le rayonnement économique dans le secteur. Puis, il y a aussi l'évolution touristique de ces baies-là. Donc, c'est les 3 aspects qu'on va mettre de l'avant, en plus des 10 critères là, fournis par l'UNESCO, mais dont on ne connaît pas tout à fait la nature. Merci. Je pense que c'est une grande fierté pour cette petite municipalité. Sur un autre thème, Félix, vous étiez au lancement cette semaine du Festif à l'école. On sait que le Festif à l'école est soutenu par ceux qui organisent le fameux festival, le Festif, mais cette année, le Festif à l'école, ça s'étend partout au Québec. Effectivement, Martin, grosse année pour le Festif à l'école. Comme vous l'avez dit, le Festif à l'école, c'est le pendant scolaire éducatif du fameux festival de musique, là, le Festif à Baie-Saint-Paul. Cette année, c'est leur plus grosse année à vie. On va visiter 80 écoles à travers la province. Quand même. Tout ça réparti là, en 28 tournées distinctes qui vont visiter pratiquement toutes les régions du Québec, excepté là, la région du nord du Québec. Donc, partout cette année, le Festif à l'école qui s'étend. Oui, tout à fait. Puis, à travers ces 28 tournées-là, c'est 26 artistes musicaux québécois. Puis, on peut notamment avoir des gros noms de la musique québécoise là, parmi les artistes qui vont venir visiter les jeunes dans les écoles. On peut penser à Ariane Roy, Lou-Adrienne Cassidy, Samian, Émile Bilodeau, qui est un habitué du Festif à l'école, qui vient presque à toutes les années. Puis, ce qui est beau aussi de mentionner, c'est que le Festif à l'école, à chaque année, met une place importante à Baie-Saint-Paul et Charlevoix dans ces tournées qui sont toujours représentées. Donc, à voir un peu partout au Québec dans le courant des prochaines semaines, le Festif à l'école. On va maintenant prendre quelques minutes, si vous le voulez bien, messieurs, pour parler d'élections. Tout d'abord, Ghislain Vachon, pouvez-vous nous dresser un portrait? Comment ça se présente, les élections municipales dans votre région?
Ici, ça va être très, très particulier parce que ça fait 16 ans. Nous, ici, on est une MRC élective, donc c'est la population qui élit, le préfet. Son préfet. Oui. Donc, ça va faire 16 ans qu'il n'y a pas eu d'élection ici parce que le dernier préfet avait été élu par acclamation. Donc, ça fait 16 ans. Et puis, il y a 4 candidats à la préfecture. Là-dessus, il y a 3 maires. Il y a le maire de Saint-Simon-de-Rimouski, Denis Marcoux. Il y a le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin. Le maire de Saint-Clément, Gabriel Belzile, et il y a un chef syndical, Éric Dubois, ici, qui se présente. Donc, il va y avoir une course à 4 pour la MRC des Basses contre une petite MRC. Une petite MRC, là, on est aux alentours de 8000 personnes. Ghislain, est-ce qu'on doit comprendre qu'on préfère procéder à l'élection du préfet pour éviter que ce soit une municipalité qui prenne trop de place? Ou pourquoi on procède à l'élection universelle du préfet? À l'élection du préfet, c'est parce qu'ici, ça a été décidé en 1984 lorsqu'ils ont fondé la MRC. Okay. Donc, ils ont décidé que la MRC allait être, le préfet allait être élu. Ici, la MRC voisine, ce sont les maires qui votent pour Entre eux? OK. Dites-moi... Ça peut être... Nous, oui. Ici, la problématique, c'est, vous savez, Trois-Pistoles, c'est comme une ville-centre, mais la population n'est pas... Il n'y a pas une aussi grande marge là, pour que Trois-Pistoles décide en tant que tel, mais quand même, Trois-Pistoles a quand même son mot à dire lorsque les gens sortent voter. Ça, c'est au niveau de la préfecture. Oui. Ce qui est nouveau aussi cette année, c'est que le maire sortant avait été élu, pas par acclamation, mais pratiquement, il y avait eu une course, puis l'autre candidat, finalement, s'était presque désisté alors qu'il y a eu l'élection quand même. Ça s'était mal passé au niveau des élections. Donc, le maire sortant actuellement se représente. Il s'appelle M. Philippe Guilbert. Oui. Et puis, il allait être élu par acclamation. Puis là, il vient d'avoir un candidat là, qui était déjà un membre du conseil de ville de Trois-Pistoles, M. Maurice Vanet, qui se présente là, comme un candidat là, contre le maire sortant, Philippe Guilbert. Et puis à Notre-Dame-des-Neiges, nous, en particulier, Trois-Pistoles, parce qu'on est entouré, là, c'est la guerre des clochers. À Notre-Dame-des-Neiges également, le maire sortant, Jean-Marie Dugas, c'est de sa place, il ne revient pas. Et puis il y a un des conseillers sortants, M. Charles Lavoie, qui veut être prendre sa place concours comme candidat. Et puis il y a une équipe qui est sous la direction d'Isabelle Moffett, qui, eux, là, aussi, là, vont être en compétition. Donc, il va y avoir autant à Trois-Pistoles qu'à Notre-Dame-des-Neiges que dans la MRC des Basques. Il va y avoir des courses électorales. Ça va être intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est à suivre de votre côté. Et Félix Chouinard, comment ça se présente pour la région de Charlevoix? Bien, Martin, on peut dire que la démocratie municipale est en bonne santé dans la région, notamment avec plusieurs luttes là, pour les mairies et pour les postes de conseillers à travers les municipalités de Charlevoix-Ouest. Je donne un exemple. On a à Saint-Urbain une course à 3 candidats pour la mairie pour remplacer là, la doyenne Mme Claudette Simard. Mme Claudette Simard qui quitte ses fonctions après près de 40 ans. 38 ans au service de la municipalité de Saint-Urbain. Donc, on va avoir une course à 3 avec Carl Gilbert, Frédéric Guérin et Lynne Tremblay qui vont se disputer le poste de maire à Saint-Urbain. Est-ce qu'il y a d'autres luttes? Tout à fait. Une autre course à 3 à Saint-Hilarion cette fois, où le maire Patrick Lavoie, maire sortant et préfet de la MRC d'ailleurs, va être mis en opposition là, avec Henri Biloc et Mélina Harvey dans cette autre course à 3. Puis finalement, à Petite-Rivière-Saint-François, c'est un duel qu'on a déjà vu, un duel qui se répète entre Jean-Guy Bouchard, le maire sortant, et l'ancien maire Serge Bilodeau. On sait que vous avez un maire qui a été très connu là, suite aux inondations, le maire de Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Eh bien, Michael Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul, a été élu par acclamation là, cette semaine. Il n'y avait personne qui se présentait, mais ça ne veut pas dire pour autant que la démocratie à Baie-Saint-Paul n'attire pas, que les postes municipaux n'attirent pas, parce qu'au niveau des conseils municipaux, on a d'autres luttes aussi. Et est-ce que c'est le seul endroit où il y a encore de la lutte pour les conseillers municipaux? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont concernées par ça? On suppose qu'il y a quand même beaucoup d'élections là, quand on parle des conseillers. Oui, tout à fait. Puis un exemple que je peux vous donner qui en est un bon, c'est aux éboulements où il y a plusieurs chaudes luttes là, qui vont se disputer, où on a vu des conseillers sortants qui quittent leur siège pour aller se présenter contre d'autres conseillers. Ah bon? Donc, ça va faire des débats houleux, à mon avis, ça, Martin. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il n'y aura aucun poste là, au terme de ces élections qui sera vide, parce que
on a des gens qui se présentent à tous les postes municipaux à travers la région. Ghislain Vachon, de votre côté, est-ce qu'on dénombre des endroits où il n'y a pas de candidats, des postes qui vont rester vacants? Ici, sans doute des postes, je n'ai pas fait vraiment, il y a des postes de conseillers sur plusieurs municipalités ici dans la région qui vont être à combler et qui n'ont pas trouvé preneur, jusqu'à date, évidemment. Et puis, je crois qu'il y a quelques... Parce qu'on couvre quand même 21 municipalités, je n'ai pas fait le tour de tout ça. Oui, d'accord. Je crois qu'il y a quelques municipalités là-dessus qui vont chercher un maire parce qu'il n'y a personne pour prendre la relève. Alors, c'est une problématique, je veux dire, ça doit être partout pareil au Québec, mais ici au Bas-Saint-Laurent, avec le vieillissement de la population, puis fatalement, la diminution de la population globale, ça commence à devenir un problème. Les gens ne se précipitent plus autant comme avant là, pour aller à la mairie ou sur les conseils de ville de petites municipalités. Vous savez, on arrive là, c'est pour gérer des dettes. Hein? C'est moins appelant là, au niveau Oui, les défis sont moins envoûtants, mais pourtant, la démocratie municipale, c'est drôlement important. Alors, en espérant, de votre côté, Ghislain, que les postes se combleront par acclamation ou plus tard dans le courant de l'année. Et puis, du côté de Félix Chouinard dans Charlevoix, on va suivre également les luttes là, pour les 3 municipalités que vous avez mentionnées. Messieurs, il me reste à vous remercier d'avoir fait le tour des dossiers de votre région en notre compagnie. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À Plessisville, la jeune journaliste Florence Trépanier de la télévision communautaire de l'Érable s'entretient avec Caroline Moreau de la Corporation de développement communautaire de l'Érable au sujet de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome qui se déroulera du 20 au 24 octobre prochain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Moreau, directrice de la Corporation de développement communautaire de l'Érable, dans le cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Bonjour, Caroline. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous rappeler aux téléspectateurs la mission de la CDCI et les types de membres qu'elle regroupe dans la MRC de l'Érable? Donc, bien sûr, la Corporation de développement communautaire a une mission de regrouper les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale pour favoriser leur participation active au développement socio-économique du territoire. On a aussi un mandat de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette semaine, on souligne la Semaine de l'action communautaire autonome. Qu'est-ce que c'est exactement et comment la CDCI y participe-t-elle? La Semaine de l'action communautaire autonome, c'est en fait pour souligner l'ensemble, à peu près 4000 groupes. Donc, on a des banques alimentaires, des maisons de jeunes, des groupes en santé mentale, donc différents secteurs. Tous ces gens-là sont dans l'action communautaire autonome, donc qui a été établie par une politique nationale en 2001. Mais donc, cette action communautaire autonome-là, elle a 2 piliers vraiment fondamentaux et ce qu'on souligne, dans le fond, c'est notre travail de transformation sociale, notre façon de travailler ensemble dans les territoires pour finalement changer le monde dans une perspective d'une meilleure qualité de vie, d'une justice sociale et de l'inclusion. Et comment définir plus largement ce que c'est que l'action communautaire autonome? En fait, je pourrais y aller plus concrètement. C'est que, évidemment, on est dans d'un grand concept, là, ça a l'air d'un grand concept, mais dans les faits, c'est vraiment de travailler avec des alliés dans les territoires, de faire un travail pour finalement viser la qualité de vie d'un milieu, trouver des réponses à des défis ou des enjeux dans les communautés. Donc, on va évidemment travailler avec d'autres personnes parce que si on s'allie pour transformer le monde, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Puis, c'est aussi de travailler beaucoup en prévention et en sensibilisation. D'ailleurs, il y a une récente étude de l'IRIS, qui est un groupe de recherche au niveau de l'économie, qui a aussi montré à quel point c'était avantageux pour une société d'investir dans la prévention et la sensibilisation, et c'est ça que les groupes font. Donc, on travaille au niveau de la prévention, que ce soit dans la lutte à la pauvreté, au niveau de la santé mentale, au niveau de la sécurité alimentaire. Il y a plein d'actions qui se font pour justement travailler dans cette optique-là.
Et ben, dans la question de l'action communautaire autonome, ben, c'est dans l'idée où on le fait ensemble, dans une perspective où on prend les personnes dans leur globalité, qu'on travaille avec elles à développer du pouvoir sur leur vie. En quoi un organisme d'action communautaire autonome, comme ceux regroupés à la CDCI, se distingue-t-il d'un groupe service qui, lui aussi, réalise des projets humanitaires et sociaux? En fait, tout ça est complémentaire parce que dans une communauté, ce qui est important, c'est d'avoir une diversité de services, de projets, d'actions parce qu'on n'aime pas tous les mêmes choses, fort heureusement, sinon ça serait un peu ennuyant. Mais donc, d'avoir cette diversité-là, ça permet aux gens de s'impliquer de façon différente, d'être bénévoles dans des sphères d'activité qui les passionnent. Puis, de livrer des services à la population n'empêche pas non plus de travailler à la transformation de la société. Quand on nourrit, par exemple, les personnes, parce que c'est un exemple facile, une banque alimentaire, hein, on nourrit des personnes, dans cette idée-là, ben, on va livrer un service. Donc, pour la sécurité alimentaire des personnes. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas de travailler sur les causes, donc de se questionner pourquoi les gens n'ont pas à manger et de répondre à ces différentes questions-là, de dire ben, pourquoi, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas une répartition de la richesse qui est juste. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Est-ce qu'on peut travailler sur une augmentation, par exemple, du montant qui est versé à l'aide sociale parce qu'on le sait qu'avec le coût de la vie actuel, c'est absolument insuffisant. Puis il y a de plus en plus de personnes, par exemple, en emploi, qui doivent avoir recours parfois, occasionnellement ou sur un peu plus long terme, à la banque alimentaire. Donc, tout ça nous amène à dire, ben, est-ce que ce sont les salaires qui sont pas assez élevés? Est-ce que c'est le coût de la vie? Donc, sur quoi l'ensemble du groupe peut travailler? Ça nous amène à différentes actions. Donc, on peut à la fois livrer des services à la population, mais aussi, effectivement, travailler à la transformation de la société. À Thetford, le réseau d'entraide des Appalaches offrira dorénavant ses services dans des locaux mieux adaptés aux besoins de sa clientèle. Guy Jacques, de TVCRA, était à l'inauguration officielle de ces nouveaux locaux. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous sommes aux nouveaux locaux du réseau d'entraide des Appalaches, situé au 88 rue Notre-Dame-Ouest. Et c'est aujourd'hui l'inauguration de ces nouveaux locaux. Nous allons donc découvrir le tout et nous entretenir avec la directrice générale, Mme Catherine Lachance. Bonjour Catherine. Allô Guy. Ça va très bien? Ça va bien toi aussi? Oui, c'est une super belle journée pour vous. Oui, bien heureuse de l'événement, oui. Parfait. Qu'est-ce que représente pour vous cette inauguration aujourd'hui? Oui, mais en fait, nous, l'objectif, c'était vraiment d'avoir un accueil chaleureux pour la clientèle. Fait que c'est vraiment un point important, un changement important pour le réseau qui est implanté depuis longtemps dans sa communauté. Fait que c'est une nouvelle étape. Parfait. Vraiment, je pense que c'est une étape qui va être très réussie. Oui, bien, à date, là, la clientèle, tu sais, dans le fond, nous, on a déménagé le 15 mai, puis la clientèle est très contente, trouve que les lieux sont accueillants, chaleureux. Fait que... on va faire tantôt une petite tournée des nouveaux locaux pour voir un peu de tout ce que ça comporte. Qu'est-ce qui a changé à la base? Oui, mais en fait, dans l'ancien local, nous, ce qu'on trouvait, bien, c'était plus étroit, c'était plus petit. Il n'y avait pas de bureau de rencontre confidentiel. Donc maintenant, on a un petit bureau de rencontre confidentiel pour la clientèle. S'ils veulent faire des démarches, s'ils veulent discuter avec un intervenant 1-1, bien, on a cet espace-là qui est offert. On a un endroit où est-ce qu'on peut les accueillir, que je vous montrais tantôt, qui peuvent venir se déposer. Ce qui est important aussi, c'est que je voulais que tous les intervenants aient leur bureau à eux. Dans le passé, on avait un bureau dans notre salle de réunion, un bureau dans notre halte garderie. Donc là, maintenant, bien, tous les intervenants ont des bureaux. Et ça, c'est important pour le bien-être des employés et de l'équipe de travail. Là. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont motivé ce déménagement? Bien, en fait, tu sais, d'avoir vraiment un lieu plus propre à nous. Là, on a l'impression d'être plus dans une maison de la famille et autres services. Fait que c'était vraiment principalement le bien-être de la clientèle, le bien-être des employés. Puis c'était ça l'objectif principal. Qu'est-ce qui a changé par rapport à vos anciens locaux? Bien, c'est ça. Comme je dis, là, c'est plus lumineux, c'est plus grand, c'est divisé différemment. Fait que on est bien contents.
C'est plus convivial d'une certaine façon. Oui, absolument, exact. Qu'est-ce que ça apporte comme impact, au fond, au niveau des employés et aussi pour la clientèle? Bien, c'est ça, un peu comme je dis, je pense que la clientèle va se sentir davantage accueillie, prendre le temps, qu'on prenne le temps avec eux finalement, moins bousculés dans la circulation. Les familles se retrouvent au deuxième étage et c'est vraiment un lieu pour eux. Où est-ce que, tu sais, ils ne seront pas confrontés à d'autres réalités qui peuvent être des fois un peu plus choquantes, finalement. Là. Quels ont été les plus grands défis qui ont été rencontrés pendant le déménagement? Bien, en fait, le plus grand défi toujours des organismes communautaires, c'est le financement. Ouais. Fait que d'aller chercher les bons partenaires financiers pour, premièrement, faire les rénovations, parce que le local ici était inhabité depuis quelques années. OK. Fait qu'il a fallu qu'on fasse des plans, qu'on aille chercher des sources de financement. On avait fait beaucoup de demandes de financement. Finalement, on a 4 gros partenaires financiers qui ont contribué aux rénovations et à l'aménagement. Fait que ça a été un gros dossier qu'on a fait, là, ma technicienne comptable Micheline et moi, qu'on est allé chercher des différentes sources de financement, qu'on a fait les demandes. Fait que ça, c'était quand même gros. Ensuite de ça, ben le jour du déménagement, c'est beaucoup d'actions. La compagnie de déménagement était venue avec 3 trucks de déménagement parce qu'on avait beaucoup de stock. Oui. Fait que ça, c'est encore un défi parce que le réseau est réputé, tu sais, pour ramasser des dons de la population, puis de redonner à la communauté. Fait que ça, tu sais, c'est super important pour nous. Par contre, nos locaux actuels sont, tu sais, oui, sont divisés différemment, un peu plus grands, mais notre capacité de stockage est un petit peu plus petite. Fait que là, on doit maintenant refuser certaines choses qu'on avait l'habitude d'accepter. Mais le jour du déménagement, c'était quand même une grosse journée intense. Est-ce que vous avez eu l'aide ou il y a eu des partenaires au fond au niveau financement? Est-ce qu'il y a eu l'aide d'autres organismes aussi? Au niveau des organismes, ben non, je pense qu'on a leur collaboration à l'année. Fait que, tu sais, c'est des bons partenaires de référencement, de collaboration pour différents projets, différents services. Mais, tu sais, la journée du déménagement, c'était vraiment des bénévoles, de la clientèle qui nous a aidés beaucoup, l'équipe de travail, puis, tu sais, toute l'équipe de travail ensemble, ça allait bien, là. Est-ce que les nouveaux locaux vous permettent d'envisager de nouveaux projets ou il y a une période de stabilité qui va être davantage, finalement, qui va être davantage mise de l'avant présentement? Oui, bien là, on est encore en stabilité, je te dirais, mais c'est sûr qu'à long terme, il y aurait possibilité de faire des belles choses. Là, l'été prochain, le projet, c'est l'aménagement de la cour extérieure. Donc, on était allé chercher des sous avec le Rotacrab pour ça. Donc, on a notre coussin qui est prévu pour ça. Fait que ça va être ça le projet. Sinon, ben, c'est sûr qu'à long terme, il y a des possibilités, là. On a des idées dans la tête, on garde ça secret pour l'instant. Et l'endroit laisse place à beaucoup de possibilités aussi. Oui, exactement. Est-ce que ce grand espace a un impact sur votre façon de travailler? Bien, c'est sûr que ça nous permet davantage d'être accueillants avec la clientèle, de pouvoir travailler en confidentialité aussi. Fait que ça, c'est important pour nous. Fait que c'est sûr. Puis je pense que de rapatrier les équipes qui travaillent un peu avec le même type de clientèle dans les mêmes espaces ou dans les mêmes coins, bien ça contribue vraiment beaucoup, là. Ça rend nos services encore plus complets, c'est plus efficace, il y a une meilleure communication, meilleure collaboration. On a un coin plus administratif où est-ce qu'on est ensemble, on est moins mêlés dans l'intervention, mais c'est correct parce que ça leur appartient. Des fois, la vieille intervenante en moi avait envie de mêler des discussions d'intervention. Fait que je sortais un peu plus de mon administratif. C'était pas toujours bon, là. Fait que c'est mieux que tout le monde se concentre sur leurs responsabilités. Puis quand il y a moyen de se compléter, ben c'est en réunion d'équipe qu'on se revoit tout le monde ensemble et tout ça. Fait que de mieux définir les espaces par service, ça contribue grandement à l'efficacité du travail. Ça crée une nouvelle dynamique, en fin de compte. Oui, absolument. Comment se passe l'adaptation dans vos nouveaux locaux? Bien, ça se passe bien. Je pense que de jour en jour, chaque fois qu'on concrétise quelque chose, qu'on améliore un espace, qu'on le met à notre couleur, bien, l'équipe de travail, ça contribue toujours un peu plus à l'adaptation. Donc, il y a place au projet, il y a place à d'autres développements aussi. C'est agréable de voir le tout. Comment voyez-vous l'évolution du réseau d'entraide des Appalaches dans les prochaines années suite à ce déménagement-là? Oui, bien, en fait, c'est sûr que de se mettre
sais, à chaque fois qu'on s'approprie davantage notre milieu en l'améliorant, en le mettant à notre couleur, ben ça nous permet toujours d'évoluer davantage. C'est sûr que le réseau est quand même très bien installé dans le milieu. On offre déjà beaucoup de services différents. Donc, tu sais, on n'a pas l'intention de grossir notre offre de services. Par contre, tout ce qu'on offre déjà, c'est déjà assez complet. Fait que l'objectif, c'est pas tant d'évoluer puis d'offrir plus de services, mais c'est de poursuivre ce qu'on fait très bien déjà, finalement. D'offrir des services différemment, d'une autre façon, finalement, ouais. Dans un décor et un cadre, finalement, qui convient davantage à toute votre clientèle. Exactement, de continuer d'être chaleureux dans la bienveillance, dans le non-jugement. Fait que ça, c'est vraiment nos lignes directrices. On les a mis sur nos murs, nos valeurs. Fait que c'est encore plus concret, puis ça nous permet toujours de nous faire un rappel qu'on est là pour les bonnes raisons, pour les besoins de base. Puis... ce qu'on fait déjà bien, ben on n'essaiera pas de le faire différemment. On va juste continuer de le faire. À bien le faire. Ouais, parfait. Puisque 90 % des handicaps sont invisibles, le regroupement des associations de personnes handicapées de la Gaspésie et des îles nous rappelle qu'il est très important de bien comprendre les principes d'accessibilité universelle. Simon Thériault de Télévague. En compagnie de Ghislain Gagnon du RAPJ, qui est venu aujourd'hui nous parler de l'accessibilité universelle. Ghislain, c'est quoi l'accessibilité universelle? C'est une démarche qu'on essaie d'implanter dans le monde entier depuis de nombreuses années. C'est aussi simple qu'un accès équitable à tout le monde à un environnement bâti ou à une société tout simplement. Donc, pas juste se limiter. On pense souvent personne avec une déficience physique, le fauteuil roulant immédiatement nous vient à l'esprit, mais c'est plus que ça, parce que 80% des handicaps sont invisibles. Donc, c'est important, quand on conçoit soit des espaces de travail, des transports, qu'importe, des milieux physiques, de prendre en considération l'entièreté de la population. Quand je parle d'handicap invisible, on peut penser à l'autisme, la surdité, des fois des problèmes visuels qu'on ne voit pas nécessairement comme ça. Donc, l'importance de prendre ça en considération. Donc, l'accessibilité universelle, c'est une démarche qui prend du temps à s'instaurer dans les petits milieux, avec, entre autres, la vétusté de nos bâtiments, là, mais que de plus en plus, on garde en ligne de compte là, pour nous permettre justement d'avoir une ouverture complète. C'est-à-dire quand on bâtit, quand on crée des choses, de penser à 100% de la population, pas seulement un léger pourcentage. Donc autant on parle d'adaptation, de bureaux, d'environnement sans obstacle, qui sont équitables à tous, que tout le monde peut être à 100%. Donc on sait que le handicap, il y a un processus de production du handicap, qu'on participe tous un peu dedans. Donc, le but, évidemment, c'est de donner un accès équitable pour que les personnes soient libres et, justement, ne soient pas handicapées par l'espace. Ça nous a amené ça, on a bâti donc un feuillet, que ce soit en version électronique ou en papier, pour remettre aux gens, pour se rappeler, bon, est-ce que mon espace, mon environnement de travail est accessible avec différentes choses? Est-ce que les toilettes sont accessibles? Est-ce que les déplacements sont possibles? Mais ça nous a aussi amené à creuser plus loin. On a réalisé une étude grâce à la santé publique de la Gaspésie, au docteur Christine Dufour-Turbis, et qui a été réalisée par le CIRAD, donc localement pour le développement durable. Et ça nous a permis vraiment de faire un état de situation. On voulait comprendre la mobilité des personnes handicapées en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Quand on parle de mobilité, on ne parle pas seulement de transport adapté. C'est vraiment tout ce qui tourne autour, c'est transversal dans la vie d'un humain, parce qu'on sait que la mobilité, selon l'Organisme mondial de la santé, est un puissant déterminant de la santé. Donc, si on ne donne pas un accès équitable à cette mobilité-là, est-ce que les personnes vivent des inégalités sociales? On pose la question, on y répond en même temps. Les résultats de l'étude commencent à être divulgués, c'est sorti en juin, et déjà, je peux vous annoncer qu'on a gagné un prix national. En fait, c'est la docteure Christine Dufour-Turbis, la directrice régionale de la santé publique, qui remporte un prix papillon qui est remis par la COFAN, la Confédération des organismes de promotion des droits des personnes handicapées. Et donc, elle remporte un prix papillon, donc les prix papillon qui nous ramènent à l'effet papillon
papillon, donc un battement d'aile peut causer un ouragan à l'autre extrémité du monde. Donc, c'est une action qu'on a posée qui va amener des bénéfices à long terme un peu partout au Québec. Donc, déjà, on a une reconnaissance nationale puisque ce qui se passe chez nous se passe ailleurs au Québec. Mais pour une première fois dans notre histoire, on a des données, on a des récits de vie, on a une étude qualitative qui nous le démontre. Donc, et qui est disponible publiquement, d'ailleurs, sur notre site au ravji.org. Donc, on est bien fiers. Félicitations. On félicite la santé publique, le CIRAD. C'est une initiative du RAVJ. C'est nous qui avons levé le drapeau pour demander d'investiguer, de scruter, d'analyser ce qui se passe chez nous parce que ça n'avait jamais été fait. Et il ne faut pas se dire, parce qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est qu'il y a des sujets tabous, il faut crever l'abcès, il faut en parler. Et ça va nous permettre, dans nos représentations, de vraiment y aller avec un état de situation factuel. Il se passe ça chez nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On amène des solutions. Donc, la prochaine fois qu'on se parle, j'espère qu'on arrivera avec des solutions. Pour consulter l'étude, il est possible de la télécharger au complet sur le site web ravji.org. À Repentigny, l'organisme Nourrissources offre toute une gamme de services regroupés sous l'appellation La Route du lait aux femmes de la région de Lanaudière qui désirent allaiter. Daniel Yvon, de CTRB. Je suis en compagnie de Tania et Benny. Bonjour à vous deux. Salut! Benny, c'est un petit bébé de combien de mois? Presque 6 mois. 6 mois? Ah, c'est merveilleux. Ta présence aussi, de Tania, on est à la bibliothèque de Repentigny et c'est pour parler de la route du lait. Nourrissources, ça fait longtemps que ça existe. Puis nous, on soutient les mères qui aimeraient allaiter dans tout ce qui a... disons, atelier prénatal d'allaitement. On a des filles, des marraines comme moi. Donc, on fait des jumelages, support téléphonique, texto, courriel, ce que la femme veut, la mère veut. On offre aussi des conférences. On a aussi la belle route du lait où on est aujourd'hui. En fait, c'est beaucoup plus que la nutrition. C'est beaucoup plus que les calories. Il y a plein de choses, comme vous avez dit là. Les anticorps, en fait, les bébés leur corps n'est pas capable de créer des anticorps pas suffisants jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de l'allaitement, de la santé recommande l'allaitement jusqu'à 2 ans et surtout de façon exclusive jusqu'à 6 mois. C'est fortement encouragé, surtout aussi, si vous ne savez pas encore, pour les prématurés, pour les bébés prématurés, c'est comme le médicament. Et puis, il y a autant de bienfaits pour les bébés que pour les mamans. Par exemple, la santé émotionnelle de chaque côté, la santé mentale, l'attachement. Oui. En fait, c'est un moment de calme pour moi. C'est un moment de relaxation. Pour l'isolement, en fait, on offre aussi des aides d'allaitement. Et pour ce qui est allaiter dans le public, en fait, c'est notre droit en tant que mère. C'est écrit dans la Charte québécoise des droits et des libertés qu'on a le droit d'allaiter n'importe où, si on veut, bien sûr. On n'a pas besoin de se faire dire oui, les toilettes sont là. En fait, vous ne prenez pas de lunch dans les toilettes, alors lui non plus. Non, c'est ça. Non, c'est un bon argument et tout. Mais quand même, si une mère n'est pas comme moi je ne suis pas gênée du tout. J'allaite mon bébé en marchant, whatever. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus timides. Puis voilà, on a maintenant en ce moment dans une bibliothèque, puis on a plein aussi dans les centres d'achat, des endroits. En fait, la route du lait compte 168 partenaires à Lanaudière. C'est quand même beaucoup. Et puis, on a aussi des belles chaises confortables pour allaiter où on peut déposer le bébé ici, surtout quand il est nouveau-né, c'est plus confortable. Oui. Des fois, c'est vraiment un endroit, genre une chambre séparée, une pièce séparée. Des fois, c'est juste un peu comme plus intime comme ici. Et puis, chaque diade, on dit chaque bébé et mère, c'est différent. Donc, on peut avoir des problèmes avec le premier, puis pas avec le deuxième, ou l'inverse. Puis, de mon côté, je dois dire oui, c'est le deuxième. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ma première. Je connaissais pas Nourrissources à l'époque. Puis, à cause que j'ai eu beaucoup de problèmes, je sens que je suis bien outillée pour aider d'autres mamans. C'est ça. Quand c'est un premier enfant, surtout
mode nouveau-né. Oui. On ne sait pas encore, on n'a pas encore développé la bonne position d'allaitement. Comment on va tourner, où on va mettre la tête. Est-ce qu'on a les coussins avec nous? Bien sûr que d'habitude, non. Donc, c'est bien confortable d'avoir quelque chose pour déposer la tête. Alors, la route du lait, en fait, il y avait un précurseur qui a commencé en janvier 2007 par plusieurs partenaires dont Nourrissource, qui s'appelait Bienvenue au bébé allaité. Oui. C'était avant la route du lait. La route du lait, après, ça a commencé avec le mouvement d'allaitement québécois, le MAC. Bientôt après, mais la Naudière s'est joint en 2018. Donc, depuis maintenant 2018, surtout les 3 dernières années, que Nourrissource travaille fortement sur le développement des partenaires, tout ça. Il y a 168 partenaires ou bien endroits, places. Mais c'est pas juste Nourrissource, il y a d'autres partenaires aussi. On peut tout trouver ça sur notre site web. Le site Internet, on va le montrer. Exactement. On va ça. D'ailleurs, il y a le site web, il y a une carte avec tous les endroits. Et il y a même une application qui existe maintenant pour Apple. Puis Android, ça s'en vient aussi. Ça continue de croître, de grandir. C'est bien. Et puis on a aussi 20 chaises comme ça que Nourrissource La Naudière a offert, en plus de 4 bancs qui ont été offerts par la ville de Terrebonne et Nourrissource. Ah, ben c'est bien. Donc, félicitations pour cette belle initiative. Puis on va inviter les gens à faire la route du lait au moment de profiter de l'été pour pouvoir aller faire plein d'endroits en même temps. Excellent. Merci. À Grondines, l'activité La Fromagerie en Escapade offrait 3 trajets cet été pour découvrir les joyaux agrotouristiques de la région de Portneuf, nous apprend Danick Julien de CJSR. Durant l'été 2025, la Fromagerie des Grondines a organisé une série d'activités de découverte agrotouristiques de la région de Portneuf. En effet, la Fromagerie en Escapade était une activité disponible du 3 juillet au 23 août. Le but, proposer 3 circuits à bord d'un autobus réservé qui montrent chacun des attraits touristiques distincts. Les 3 parcours ont été répartis selon les jours de la semaine. De cette façon, les mercredis, jeudis et samedis ont été agrémentés par divers trajets. CJSR, pour son reportage, a pu participer au trajet du mercredi nommé Saveurs, détente et art. Le premier arrêt, la Fromagerie des Grondines. Ensuite, les participants ont embarqué dans l'autobus et se sont dirigés vers l'entreprise Alexir, sous la supervision de la chargée de projet, Nadine Cochon. On arrête le 23 août parce que l'école a commencé. En même temps. Il faut commencer par quelque part, tu sais. Oui, c'est ça. Acheter un autobus. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, on aura un beau camion avec nos couleurs dessus. Finalement, on a besoin de beaucoup d'eau pour distiller. Fait qu'on chauffe ça, on distille et puis ensuite ça redevient liquide dans le serpentin parce que le condensateur il est froid. Fait que toutes les molécules c'est volatile, c'est de la vapeur, ça redevient liquide dans le serpentin. Et là, je veux attirer votre attention sur le 6 et le 5 parce que c'est là qu'on récolte l'huile essentielle. Le 3e arrêt de ce circuit se faisait au restaurant Basilico de Cap-Santé et ensuite, en partenariat avec la Biennale internationale du lin, les participants se sont rendus au vieux presbytère de Deschambault et au moulin de la Chevrotière. La Biennale, en fait, c'est une exposition en art actuel qui a lieu tous les 2 ans ici dans les lieux patrimoniaux de Deschambault-Grondines. Donc, on présente au vieux presbytère de Deschambault, au moulin de la Chevrotière et aussi au presbytère de Grondines. Le presbytère de Grondines accueille en fait notre exposition d'artistes émergents, là, qui est un nouveau volet qu'on a depuis 2019. Puis les expositions, bien, ça s'adresse à tous ceux qui sont adeptes de l'art visuel, mais aussi des métiers d'art contemporains. Pour le parcours du jeudi, nommé Saveurs, animaux et plein air, l'escapade comptait sur l'aide de Miel Éco, la ferme Toudou, la ferme Almana et le parc naturel régional de Portneuf. Et finalement, pour le circuit festif Saveurs et boissons du samedi, les visites se sont passées du côté du Domaine Hébert, Casse-Croûte du Roi, Microbrasserie Les Grands Bois et Ubald Distillerie. Au total, 133 personnes ont participé aux escapades et ont fait 15 sorties, 5 dans chacun des circuits. Parmi les 133 personnes, 32 ont opté pour le circuit du mercredi, 47 le jeudi et 54 pour le circuit du samedi.
C'était Danick Julien pour CJSR. Le sanctuaire de loups Lupo, à Sainte-Apolline de Paton, propose une expérience très particulière qui est de passer la nuit avec des loups. Mario Lacombe, de C'est moi TV. Vous connaissez sans doute le sanctuaire de loups Lupo, situé à Sainte-Apolline de Paton, dans le sud du comté. Eh bien, ils ont élargi leur offre de service avec une possibilité de dormir avec les loups. J'ai rencontré Luigi Morabito qui nous en parle. Oui, depuis, il y a 2 nouveaux services. Alors, depuis le 2 juillet 2024, on offre dormir avec des loups, 3 saisons. Vous pouvez venir, c'est du clamping. Alors, il y a une tente qui est couverte avec un toit moustiquaire, la plateforme, une belle plateforme de 14 pieds par 24. Il y a tous les services frigo, café, poêle de camping disponibles sur la plateforme. Et maintenant, depuis le 29 août, on a reçu notre campagne sociofinancement avec la plateforme La Ruche et on offre maintenant 2 mini-maisons ou 2 mini-pods dormir avec les loups. Ben oui, quand on dit dormir avec les loups, ça veut dire que vous êtes dans un endroit sécuritaire, soit dans les mini-pods ou mini-maisons. Vous êtes en dedans, vous avez l'air conditionné l'été, le chauffage l'hiver, c'est ouvert 12 mois par année. Vous avez une grande vitrine panoramique de 6 pieds par 6 pieds. Alors, vous voyez tout ce qui se passe dans l'enclos. La tanière, les loups aiment le monde. Nos loups sont... On est gâtés, on a des loups qui aiment le monde, aiment la famille. Ils viennent proches, ils collent l'enclos comme tel, ils collent la maille. Alors, vous les voyez de très proche constamment. C'est des loups qui aiment le monde et c'est tout sécuritaire. Alors, vous ne pouvez pas toucher les loups, ça c'est contre la loi, mais vous êtes dans une distance sécuritaire, mais proche, que vous voyez toute l'action qui se passe durant le jour, la nuit et souvent le hurlement que tout le monde a hâte d'entendre, qui est pas mal spécial, ça touche le cœur. J'ai demandé aussi à Luigi si, selon la saison, on observe différents comportements de la part des loups gardés ici, au sanctuaire Lupo. Les loups sont beaux à voir 12 mois par année. Ça dépend l'année. Durant l'année, des fois, on a des préférences, l'été, l'automne et tout ça. Le site est exceptionnel. Alors, on est dans le parc des Appalaches comme tel. La saison des amours pour le loup va commencer fin décembre, début janvier, va durer une couple de mois. Alors, leur changement de caractère, personnalité change. Les plus dominants vont dominer pour être en accouplement comme tel. Mais les loups, on les voit tout le temps. On les voit tout le temps. On peut les voir l'hiver, c'est beau parce qu'ils ont tous leurs poils d'hiver. Ils sont peut-être 2 fois plus gros que la norme à cause du poil. La neige, c'est toute beauté. Alors, voir les loups, c'est bon. 4 saisons, 12 mois par année. Ça dépend de la préférence des invités. Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter leur site web à sanctuairelupo.ca. Ici Mario Lacombe au sanctuaire Lupo à Sainte-Apolline de Paton pour C'est moi TV Information. L'équipe de la télévision de la Haute-Gaspésie nous présente un reportage haut en couleur tourné à Sainte-Anne-des-Monts le 16 août dernier lors de la journée de la vague humaine. Ce qu'on a eu faire ici aujourd'hui, c'est de se rassembler, c'est d'avoir du plaisir, avoir récolté nécessairement des sous aussi pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. On est venu pour festoyer, pour encourager les gens qui luttent contre la maladie. La vague humaine, on l'avait faite en 2010 et 2012. Ça a été un succès. Ça a été facile de rassembler les gens, donc on a pris cette même forme pour aujourd'hui connaître un même rassemblement aussi populaire, mais d'une nouvelle façon.
Alors, les activités qu'il va y avoir aujourd'hui, mon Dieu, il va en avoir beaucoup. Il va en avoir sur tout le circuit qui mesure 1,5 km de long. C'est toute la première avenue entre l'Hôtel de Ville et la plage Cartier. Des amuseurs publics, des scènes, piscines d'étonnants, de musique, chansons, variétés, des activités pour les enfants, concours d'hommes forts, plein de démonstrations, une journée remplie de toutes sortes d'activités au plaisir de tous. OK, oui, ça fonctionne, la piscine des tannants. Un matin, là, ça faisait la queue pour se venger, surtout Jean-Paul. Jean-Paul Chabot, il a passé au cash. Il a monté au moins 3-4 fois. Il y a Deschênes, il s'appelle Denis Deschênes de la ville, l'employé de la ville, lui, est allé au moins une quinzaine de fois. Il a contribué pas mal. Là, le maire s'en vient bientôt, on va saucer le maire. Je t'attendais pour faire cette chanson-là, justement. Viens-t'en, viens-t'en. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Bien, la vague en tant que telle, on va rassembler les gens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de rassembler les gens un peu partout sur la rue pour que ce soit plus simple de les amener au centre de la rue, pour ensuite demander qu'ils ouvrent leur parapluie, qu'ils se sont procurés, soit avant ou soit aujourd'hui. Alors, les gens, on va leur demander à un certain moment donné d'ouvrir le parapluie. On va tourner des images avec un drone et un hélicoptère qui va aller capter ces couleurs-là, qui vont éclore tout au cours de l'activité. Fait que ça va durer peut-être 15-20 minutes, mais ça va être de la joie. Ça va être des sourires en dessous, puis une mosaïque de couleurs vues du ciel. Il va avoir un klaxon sur le camion de pompiers. On va tout lever le parapluie, puis après, au deuxième, on va faire ça. Les parapluies, c'est symbolique. Le parapluie, ça nous protège de la pluie, ça nous protège du soleil. Mais aujourd'hui, ça va nous protéger de la maladie. C'est symboliquement, mais c'est puissant comme message. Puis les gens ont tellement embarqué dans le projet. On va voir beaucoup de parapluies aujourd'hui, puis beaucoup de couleurs, beaucoup de gens heureux. C'est sûr qu'on souhaite battre le record qu'on a fait la première vague était la plus nombreuse, au-dessus de 7000 personnes. Fait qu'on souhaite de passer ça en nombre de gens sur place. Puis au niveau de l'aspect financier, parce que c'est le nerf de la guerre, on espère donner, bien, en 2010 et 2012, on a donné en tout 68 000 net. Fait qu'on souhaite avoir 32 000 cette fois-ci pour faire un beau chiffron de 100 000 C'est tout pour le Bulletin des régions. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision communautaire participantes et je vous dis à bientôt.